On va commencer cette présentation et puis petit à petit, voilà, on va agréger le public. Alors donc, toi, tu as déjà, on parle un peu peut-être de l'IRMES, on appelle ça l'IRMES, voilà. Un organisme au sein duquel tu travailles, donc c'est l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Tout à fait. Et alors raconte-nous un peu, je sais pas, ton quotidien et puis comment c'est venu. Ouais. Bienvenue au public. Bien sûr, ouais. Bonjour. Donc moi je suis ingénieur de recherche à l'IRMES, donc il y a un laboratoire de l'INSEP, que je vais vous présenter un peu après. Et globalement, surtout en cette année olympique, on travaille beaucoup sur des sujets autour de la science et comment ça peut avoir un impact sur le sport de haut niveau, sur les sportifs de haut niveau. Donc je vais essayer dans cette présentation de vous présenter un peu l'ensemble de nos travaux et comment on essaie de contribuer aussi à la performance à travers la science. Génial. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, on le voit avec toutes ces présentations. La recherche a un vrai rôle à jouer dans la performance sportive, à tous les niveaux, dans la technologie. On a eu la préparation mentale juste avant. On y va, on découvre. Merci beaucoup. Donc oui, la présentation est sur la recherche au service de la performance. Donc moi je vais vous présenter les travaux qui sont menés à l'IRMES. Donc d'abord, je vais faire une rapide introduction sur l'INSEP, même si je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est globalement un grand centre d'entraînement des sportifs olympiques et paralympiques, donc qui est au Bois de Vincennes. Donc il y a quelques chiffres sur le nombre de sportifs qui sont accueillis. Il y a à peu près 780 sportifs qui sont là. Il y a à la disposition des sportifs des entraîneurs nationaux, des staffs, tout un pôle médical aussi. Tout est mis en œuvre pour que ce soit un environnement qui soit propice à l'entraînement et à la performance des sportifs. Et donc il y a 28 disciplines qui sont présentes sur site, olympiques et paralympiques. Et donc il y a beaucoup d'agents, dont je fais partie aussi. Et puis on a deux laboratoires de recherche, donc le CEP, le laboratoire Sport Expertise Performance, qui sera présenté par Jean Slavinski jeudi, et l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport dans lequel j'interviens. Pour dire le niveau de performance, j'ai rappelé tout à l'heure en entrée que 50% des médaillés olympiques, paralympiques sont passés par l'INSEP pour s'entraîner. Donc oui. C'est dire la qualité de l'entraînement et de la formation là-bas. Exactement. On en reparlera un peu plus tard, mais Teddy Riner est passé par l'INSEP notamment. Bon, voilà, c'est dire. Il y a des grands noms qui sont passés par l'INSEP. Donc les axes de recherche de l'IRMES sont autour de plusieurs thématiques. Donc il y a la physiopathologie du sport, donc tout ce qui est l'étude de la longévité, mortalité des sportifs de haut niveau, la gestion du risque de blessure. On a aussi un aspect sur la santé publique, la prévention. Donc c'est ce qui va concerner l'impact de l'activité physique et sportive sur la santé, toutes ces choses-là. Un versant physiologie expérimentale sur les performances cellulaires au cours du vieillissement. Et puis l'épidémiologie de la performance sur laquelle on est très axé dans cette année olympique, qui est l'analyse multifactorielle de la performance et du contexte concurrentiel. Donc je vais développer un petit peu. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter ce modèle H-Performance qui a fait un peu le cœur des recherches de l'IRMES il y a quelques années, et qui était de dire qu'en fait, les facteurs de performance qu'on peut étudier, ils sont expliqués en grande partie par l'âge. Donc ce qu'on voit ici, c'est un ensemble de points, de vitesse. Donc on voit les points ici. Et il y a une relation qui a été modélisée par Dan Ashmore en 1975 qui va modéliser justement cette relation entre l'âge et la performance et qui va décrire que l'âge représente à peu près 95% de la variation de cet indicateur. Donc c'est une relation qui est très intéressante et qui a été déclinée à différents sports, à différentes échelles, de tout le spectre du vivant. Et c'est quelque chose qui fait partie des gros travaux de l'IRMES et sur lequel on va revenir un petit peu plus tard aussi et qui peut être une clé de la performance, de la description de la performance. Mais donc comme je vous disais, là on est en année olympique, donc le contexte fait que là c'est vraiment tourné vers la performance, l'épidémiologie de la performance. Donc je vais un peu plus vous présenter les projets, donc des projets prioritaires de recherche qui ont été financés dans ce cadre-là notamment. Il y a une petite vidéo que je veux vous montrer qui est un peu grand public pour décrire un peu ce que peut être la sport science, le rôle des scientifiques dans le sport. Oh là là, bravo. On a une action telle qu'on peut la voir à la télé finalement. Et là, on va voir ce que nous, on va essayer de décrypter. Donc, on voit qu'il y a toutes ces métriques qu'on va rajouter. On peut voir la vitesse de course, toutes les trajectoires. Donc, ça fait un peu science-fiction. Dans la réalité, c'est pas forcément tout ce qu'on fait, mais c'est un peu pour illustrer justement comment on peut passer un petit peu du terrain à comment est-ce qu'on peut compléter ça et essayer d'analyser ça avec justement derrière de la science, des métriques, des mathématiques, de la physiologie, toutes ces choses-là. Donc le titre de la présentation, c'est la science au service de la performance. Et maintenant, il y a un terme qui est important, c'est la performance. Je pense que la performance, c'est forcément c'est le but un peu de tous les sportifs, c'est d'obtenir la médaille, de faire la meilleure performance.
Mais ça reste une notion qui est quand même très complexe déjà à définir. Et puis aussi, c'est quelque chose de multifactoriel, forcément. Comme on l'a vu, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de beaucoup de facteurs individuels, ça va dépendre de comment on s'entraîne, de est-ce qu'on se sent en forme, est-ce qu'on est fatigué, de la préparation mentale, toutes ces choses-là. Donc en fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont permettre d'optimiser la performance. Et au laboratoire, on va justement essayer d'étudier ces différents facteurs. Donc je vais vous présenter un petit peu différemment les projets qui essaient d'étudier ces différents facteurs. Donc le premier facteur qu'on va regarder au travers d'un projet, c'est celui de l'âge. Puisqu'on a vu que effectivement, la performance était aussi beaucoup modélisée par l'âge, on va s'intéresser à cette première composante de la performance. Je vais vous présenter donc 2 projets qui s'appellent DETEC et ESTAC, estimation de trajectoire et surtout sur la détection de potentiel. Donc ils s'intéressent plus justement à essayer de détecter des potentiels chez les jeunes athlètes et modéliser un petit peu les trajectoires de performance. Donc pour faire une rapide mise en contexte, là on a une photo qui est assez célèbre, c'est celle de David Douillet et Teddy Riner, donc il avait 8 ans à l'époque. Et donc là ce qui est rigolo, c'est que c'est... Waouh, c'est joli de voir Teddy Riner comme ça. C'est mignon, hein, tout petit comme ça. Il était mignon. Exactement. Donc bien avant tous les titres et toutes les médailles de Teddy Riner, avec le grand champion, la légende David Douillet justement, on peut se dire que David Douillet il en a fait des millions de photos comme ça avec des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes judokas. Et on peut se demander si parmi tous ces athlètes, forcément Teddy Riner il est ressorti, mais est-ce qu'il n'y a pas certains athlètes qui sont passés sous les radars et qui eux aussi auraient pu être des grands champions et que finalement, pour telle ou telle raison, les sélections et les systèmes de détection actuels, ils ne seraient pas passés un petit peu sous les radars. Et à côté, il y a un autre versant aussi qui est Sacha Zoya. C'est un hurdler français qui est tout jeune et qui a battu beaucoup de records dans les catégories jeunes et qui est en lice pour concourir aux Jeux de Paris 2024. Et on va essayer de voir aussi si les performances en junior, ça veut forcément dire qu'on va être un champion en senior et comment est-ce qu'on peut essayer, à partir des performances jeunes, de décrire un petit peu la progression des athlètes. Donc pour commencer sur le premier aspect là, dont on parlait de Teddy Riner et potentiellement la détection des jeunes talents, je vais vous montrer ce graphe. Donc l'information qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on va regarder les 10% des meilleurs nageurs sur 50 mètres nage libre féminin et 50 mètres nage libre masculin en bleu. Et ce qu'on va regarder sur ces populations-là, on va regarder quand est-ce qu'ils sont nés. Donc Q1, Q2, Q3, Q4, ça va décrire leur trimestre de naissance. Donc les Q1 sont ceux qui sont nés du 1er janvier au 31 mars, etc. Q4 sont ceux qui sont nés en fin d'année. Quand on étudie la répartition, donc le gradient de couleur décrit les catégories d'âge, donc des plus jeunes en dessous de 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a une surreprésentation, à la fois chez les filles et chez les garçons, des athlètes qui sont nés dans le premier trimestre, donc c'est-à-dire de janvier à mars. Donc et il y a une sous-représentation à l'inverse de ceux qui sont nés en fin d'année. Donc on va essayer d'étudier ce phénomène, qui s'appelle le phénomène de l'âge relatif. C'est-à-dire qu'il y a une répartition biaisée des athlètes élites, avec effectivement une surreprésentation de ceux qui sont nés en début d'année et une sous-représentation de ceux qui sont nés en fin d'année. Mais ça peut s'expliquer simplement, c'est qu'en fait aujourd'hui les détections elles ont lieu par exemple à 12 ans. On va prendre tous les enfants qui ont moins de 12 ans et on va les détecter, faire la sélection un jour J. Sauf qu'entre celui qui a 12 ans et un jour, entre celui qui est né le 1er janvier et celui qui est né le 31 décembre, les deux athlètes auront 12 ans, mais il y aura un an d'écart entre ces deux enfants. Et c'est un an d'écart, surtout à ces âges-là, c'est fait des différences de développement qui sont très importantes entre les enfants. C'est pour ça que ça peut avoir des conséquences. Ça peut avantager forcément ceux qui sont nés plus tôt, donc qui ont le temps de plus se développer que les autres à l'instant T. Et on a un modèle de sélection qui est aujourd'hui basé sur les performances brutes à l'instant T et pas forcément sur les performances potentielles. C'est une notion qui est compliquée à définir. Et donc ça peut aussi jouer sur la motivation de l'athlète, puisqu'un athlète qui est né en fin d'année et qui voit ses performances moins bonnes que celles de ses copains, si on ne lui dit pas que c'est normal et que lui il va mettre un petit peu plus de temps, il peut se démotiver, ça peut être des causes d'abandon, et donc on peut passer à côté de certains athlètes de haut niveau qui seraient découragés justement par cet effet de l'âge relatif. Donc simplement, une des pistes, il y en a plusieurs, mais qui a été étudiée par Audrey Diffardant dans sa thèse, elle a étudié ça dans sa thèse, c'est d'essayer de discrétiser un petit peu. Au lieu de regarder la performance sur un an, on va regarder les performances moyennes à tous les âges. Donc là, c'est pour les garçons de 11 ans. On ne va pas regarder la performance moyenne des garçons à 11 ans, mais on va regarder la performance moyenne des garçons à 11 ans et 0 jours, 11 ans et 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 365.
Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement une différence. Si on regarde la courbe moyenne qui est en bleu ici, on est à peu près à 40 secondes sur le 50 mètres nage libre au début des 11 ans. Et à la sortie des 11 ans, on est presque à 4 secondes en dessous. Donc c'est des différences qui sont quand même assez importantes. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer justement les performances des athlètes qu'on va regarder pour essayer d'avoir un système de détection qui est plus juste et plus par rapport au développement des athlètes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'âge relatif, mais il y a aussi l'âge biologique qui est globalement la même chose. On sait, c'est un peu connu que les filles vont être la puberté un petit peu plus tôt. Donc le développement des caractéristiques physiques et physiologiques se fait pas forcément au même moment pour les garçons, les filles, et même entre les individus, c'est pas forcément la même façon. Donc on a des individus qui vont être plutôt matures tôt, d'autres qui vont être matures tard. Et ça, c'est pareil. Donc on peut accéder à cet âge biologique en mesurant la taille debout, taille assise, le poids, et on peut un peu établir ça et essayer de rééquilibrer justement les sélections à partir de ces coefficients-là. Donc, on pense même à tout ce qui est croissance. Il y a des jeunes qui, à 13 ans, ont leur taille et il y en a d'autres qui poussent jusqu'à 18 ans. Donc, c'est très important dans le sport, la taille. Donc, même sur ces paramètres-là, il y a des grandes variations en fonction des individus, quoi. C'est complètement l'idée de prendre en compte ces paramètres, justement, pour avoir une sélection qui est plus juste. Exactement. Et là, on va passer sur la deuxième partie du projet, celle qu'on évoquait. Est-ce qu'on peut, à partir des performances en jeunes, essayer de prédire un petit peu les trajectoires de performance d'un athlète? Eh bien, sans rentrer dans tous les détails, il y a aussi un autre doctorant, Quentin de la Roche-Lambert, qui a mis en place sa thèse et des modèles mathématiques. Comme on peut le voir, on a des points FIS, donc des points de la Fédération française de ski. Moins on en a, mieux c'est. Et donc, on a l'évolution de ces points. Un point noir, c'est une compétition, et on voit que les courbes de couleur, en fait, sont les projections de la trajectoire de performance de l'athlète. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on n'a pas beaucoup de points, effectivement, on a un gros intervalle de confiance. On ne sait pas forcément, on a du mal à prédire. Et puis plus on va rajouter de points, plus on va pouvoir prédire avec exactitude, ou en tout cas précision, la trajectoire future de l'athlète. Donc on peut, à 15 ans, avec un certain nombre de performances passées, essayer un peu déjà de prédire la trajectoire de performance de l'athlète. Est-ce qu'il va continuer de progresser, etc. Et puis à partir de ça, on peut catégoriser des types de progression, de performance, et donc mettre en place des accompagnements un petit peu particuliers sur les athlètes pour ceux qui vont avoir tendance à progresser un petit peu plus tard, ceux qui vont progresser très vite et ensuite qui vont stagner. Donc c'est aussi important de comprendre ce contexte de progression pour accompagner au mieux les athlètes et les sportifs. Donc ce premier aspect était donc autour de l'âge et de la détection de potentiel et comment est-ce qu'on peut estimer un petit peu tout ça. Mais il y a forcément quelque chose de très important, surtout dans la préparation des Jeux Olympiques, c'est la façon dont on s'entraîne, la charge d'entraînement notamment. Là, je vais vous présenter un autre projet prioritaire de recherche, donc Perfanalytics, qui va rejoindre aussi des aspects qu'on a pu voir dans la présentation juste avant. Et donc l'objectif de Perfanalytics, c'est de faire de l'analyse vidéo in situ, donc c'est essayer de capter de façon non invasive donc l'entraînement des sportifs et de faire ressortir beaucoup de métriques, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut analyser, qualifier l'entraînement à partir de l'analyse vidéo. Donc là, on a un petit peu ce trajet de la donnée, on va dire. Donc l'idée, c'est de capter directement la donnée sur l'entraînement. Donc on voit qu'il n'y a aucun dispositif, on filme l'athlète. Donc là, c'est de l'escalade, de la boxe. À partir de ça, on va essayer de remonter à des variables biomécaniques et puis ensuite faire des statistiques là-dessus. C'est important d'arriver aujourd'hui à des qualifications in situ, comme on dit, donc non invasifs, pour laisser les athlètes s'entraîner en conditions environnementales et puis rajouter de la donnée sans forcément les déranger dans leur pratique ou leur rajouter des contraintes avec des capteurs notamment. Donc ici, on a la photo de comment pourrait se... Enfin, c'est d'ailleurs le ring de boxe à l'INSEP. Donc on voit ici le ring de boxe, les deux boxeurs, l'arbitre, et puis on a le setup avec les deux caméras ici qui vont filmer en continu ce qui va se passer. On a aussi de la restitution un petit peu en autonomie pour montrer les dernières séquences de coups aux différents boxeurs. Mais on a donc cette captation des vidéos qui vont être ensuite stockées et analysées. Donc par exemple ici il y a une petite vidéo, enfin il y a deux petites vidéos. Donc globalement là on a le point de vue de la caméra. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a un modèle mathématique qui va détecter donc les deux boxeurs et l'arbitre. Les petits points qu'on peut voir c'est qu'il y a une reconstitution des différentes articulations. Donc on voit ici le genou, la cheville, etc. Et en dessous on a déjà un petit peu une projection de cette représentation là où on détecte les boxeurs. On va essayer de projeter leur déplacement sur le ring. Donc je vais mettre la vidéo comme ça on pourra le voir en direct. Et donc on voit que la boîte va suivre les différents boxeurs, les détecter. On a le centre de gravité ici. Et si on regarde en dessous, on a ce qu'on appelle la heatmap, la carte de chaleur des déplacements qui sont effectués par les deux boxeurs. Donc ça va nous permettre de voir comment ils se sont déplacés,
C'est un indicateur qui est intéressant en boxe, par exemple celui qui va avoir le dos au centre, celui qui va tourner autour du ring. Donc c'est déjà une première métrique qui est assez intéressante et qui permet aux entraîneurs aussi de visualiser certaines choses. C'était quelque chose qui n'était pas fait, de quantifier la distance parcourue sur le ring de boxe. Et on voit qu'il y a une cartographie au sol aussi, il y a les axes qui sont dessinés pour avoir vraiment une mesure hyper précise. Tiens, tu n'étais pas vraiment au centre, etc. C'est ça. Donc après, on peut même le faire passer dans le domaine plus mathématique, on va dire, dans le but de faire des analyses et des rapports. On a la même chose, mais une projection. Et là, on a l'évolution de la distance qui est parcourue par les deux boxeurs. Donc il y a encore une fois une métrique qui était une demande aussi des entraîneurs et des staffs pour savoir comment ça évolue, parce qu'ils n'avaient pas trop d'informations là-dessus. Donc c'est pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire par rapport à ça. Hop, je vais passer à la slide d'après. Donc comme on a vu, la distance parcourue c'est aussi intéressant, mais l'idée à terme c'est d'extraire des variables biomécaniques et par exemple d'accéder à des variables comme le nombre de coups donnés, les esquives, toutes ces choses-là, la vitesse des coups, la précision. Et donc là on a la petite vidéo du jumeau numérique en 3D qui est reconstruit ici, qu'on peut voir, et donc qui est reprojeté ici. Et à partir de ça justement il y a eu des test matchs qui ont été effectués. Et il y a eu un rapport où à la suite du combat, on avait la reconstitution des zones qui avaient été touchées par l'athlète, le nombre de coups qu'il avait donné, toutes ces choses-là. Donc qui sont des analyses objectives qui permettent de mieux qualifier et quantifier les combats. À savoir que la boxe en plus c'est un sport avec des juges, donc avec une notation qui des fois laisse aussi qui peut être aléatoire. Pas forcément aléatoire, mais bon, discutable, on va dire. Voilà. Là, on a une essai de quantifier ça pour avoir un véritable indicateur sur le nombre de coups donnés et toutes ces choses-là. Donc cette dernière petite vidéo, globalement, on retrace un petit peu tout le chemin qu'on a vu, donc elle a été ralentie, mais on a la reconstruction des deux boxeurs dans leur environnement de travail, le nombre de coups qui sont donnés et toutes ces choses-là. Donc à la suite de toutes ces analyses, il y a des rapports qui sont fournis aux différents entraîneurs, staff, sur ce qui est mené. Donc Perfanalytics ne s'intéresse pas qu'à la boxe, mais là je vous ai montré un exemple sur la boxe notamment. C'est très parlant et on imagine que pour l'entraîneur, c'est des chiffres qui sont précieux. Le nombre de coups, le déplacement, c'est primordial. Oui, ça ne vient pas remplacer puisque l'œil de l'entraîneur, il est habitué, il connaît toutes ces informations. Mais ça peut, dans des cas un petit peu plus particuliers, lui permettre de fixer ce que lui pensait ou de lui rajouter des informations. Ça vient en complément et c'est pour ça que c'est des outils d'aide à la décision et en aucun cas des outils qui visent à remplacer non plus l'œil du coach. Là, on va parler d'un autre projet prioritaire de recherche qui traite du handicap, parce que c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais c'est aussi les Jeux Paralympiques. Et on va voir que dans le contexte du sport paralympique, il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte, à étudier et qu'on peut regarder du point de vue mathématique et de la science. Donc pour ça, on va étudier on va discuter du projet Paraperf, donc qui a pour but de comprendre et d'optimiser justement les performances des athlètes paralympiques. Donc là, c'est pour une mise en contexte, encore une fois, si on se rappelle, on a vu tout à l'heure la relation entre l'âge et la performance, qui décrit toujours ce schéma-là, avec une augmentation des performances jusqu'à atteindre un peu l'âge au pic, environ vers 25 ans, et puis ensuite les performances vont décroître. Donc ça, c'est ce qui peut se passer. Et puis dans le contexte du sport paralympique, on a des situations qui sont différentes, avec des athlètes qui vont avoir un handicap de naissance et d'autres qui vont l'acquérir au cours d'un handicap ou d'une maladie. Donc déjà, il y a des différences aussi à prendre en compte dans ces trajectoires de performance des athlètes. La modélisation va différer et puis pareil, le contexte du sport paralympique va faire qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Aussi, du coup, il y a différentes populations d'athlètes. Donc, on a des athlètes qui vont être en fauteuil, des athlètes qui vont être amputés, avec des lames, toutes ces choses-là. Et on voit que même si on regarde une seule et même discipline, donc le 100 mètres, selon les classifications du handicap et les types de handicap, les trajectoires de performance ne vont pas forcément être la même. Ici, on voit que sur le 100 mètres, donc c'est les athlètes debout qui vont connaître cette trajectoire-là, avec un âge au pic qui est à 24 ans, donc un âge aux meilleures performances. Et les athlètes fauteuil, eux, vont avoir des performances relativement moins bonnes, avec un âge au pic qui est plus tard. Si on regarde des distances qui sont plus longues que le 100 mètres, le 1500 mètres, là la courbe s'inverse. C'est les athlètes fauteuil qui vont avoir des performances meilleures et les athlètes debout moins bonnes et avec des âges au pic qui se décalent. Donc il y a des facteurs comme ça à étudier et à prendre en compte. Maintenant, comme je vous ai dit, donc dans le sport paralympique, il y a différentes classes de handicap et différents types de handicap. Et il peut arriver justement que ces handicaps soient... Donc chaque athlète est classifié selon sa catégorie de handicap. Et il y a certains événements, donc notamment en paracyclisme, où les athlètes vont concourir ensemble. Donc là, on a les C1, C2 et C3, donc en fait, qui vont caractériser différents types de handicap. Les C1, ça caractérise des hémiplégies, donc des paralysies d'un côté du corps qui sont assez lourdes et handicapantes. C2, c'est un petit peu moins lourd. Et C3, c'est encore un petit peu moins lourd, globalement, comment ça marche.
Ces 3 catégories de handicap, ils vont courir ensemble en paracyclisme, enfin ils vont rouler ensemble. Et ce qui va se passer pour que ça soit assez équitable finalement, puisque s'il y a un handicap qui est plus lourd que l'autre, il faut quand même qu'on essaie de rééquilibrer ça. Il va y avoir ce qu'on appelle une factorisation. Donc le temps du handicap le plus lourd, il va être diminué selon un certain facteur pour qu'on puisse comparer les athlètes entre eux, globalement. Pour donner un exemple, voilà, excusez-moi. Là, on a l'exemple de la finale des Jeux paralympiques de Tokyo, donc sur le kilomètre en cyclisme. Donc on a notre sportif français Alexandre Léoté qui a fait une moisson de médailles au championnat du monde d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. On voit que le temps from scratch, donc le temps de base, notre français il finit 5e. Sauf qu'il est en catégorie C2, donc qui n'est pas la catégorie la plus lourde, mais pas la catégorie la plus légère non plus. Et donc on va voir qu'il y a ces facteurs de pondération qui vont du coup réajuster les performances selon le type de handicap et qui vont changer le classement. Et donc Alexandre a fini vice-champion olympique à Tokyo. Et donc c'est super intéressant en fait de se pencher sur ces classifications et essayer de les étudier et de mieux faire matcher les classifications par rapport au type de handicap, parce que ce dont on s'est rendu compte en fait, c'est que voilà, sur certaines Olympiades, notamment à Rio et à Londres, les coefficients de pondération étaient trop importants. Ce qui fait que bien qu'il y ait des athlètes dans la catégorie la plus légère et qui soient les plus représentés, il n'y avait aucun de ces athlètes-là sur le podium, du fait des coefficients de pondération qui étaient trop importants. Donc ces coefficients, ils sont redéfinis, ils sont recalculés à chaque Olympiade. Et donc on voit qu'à Tokyo, on a arrivé à quelque chose on espère un petit peu plus juste, avec une meilleure représentation de toutes les catégories sur la boîte. Et puis sur l'impact technologique aussi, en athlétisme, il y a les différents coureurs qui vont courir ensemble. Donc ceux qui ont une paralysie ou un handicap sur les membres inférieurs, ceux qui ont des amputations, une double amputation ou une simple amputation. Donc ces 3 types de handicap vont courir ensemble. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que y a majoritairement des athlètes à une lame, donc la catégorie T64, qui finissent sur le podium à Londres, à Rio et à Tokyo. Donc est-ce que c'est un impact de la classification et qu'il faut revoir la classification et le fait de faire courir ces athlètes ensemble? Est-ce que c'est un impact de la technologie aussi, avec le couple entre l'athlète et sa lame? Donc c'est aussi des choses qui sont étudiées et qui sont intéressantes à regarder. Hop, je vais peut-être passer rapidement sur ces slides-là, mais donc il y a aussi des tests qui sont effectués en laboratoire, donc pour mesurer aussi et profiler les athlètes. Donc ça c'est un exemple. Et on voit que voilà, on peut, avec ces tests laboratoires qui sont très importants, remonter un petit peu les différentes caractéristiques des athlètes, donc sa puissance, est-ce que aussi la symétrie de sa force, de sa puissance, toutes ces choses-là qui sont des indicateurs très intéressants. Donc là c'est avec un handbike, donc il y a certains athlètes qui vont concourir avec des vélos à bras. Donc là on voit sur l'écran aussi l'évolution de ces différentes variables qui sont ensuite analysées et discutées avec le staff et les athlètes pour essayer de mieux comprendre et définir l'entraînement par rapport à tout ça. On a sur les athlètes fauteuils aussi la nécessité aussi d'utiliser des centrales inertielles, tous ces dispositifs-là qui nous permettent d'avoir des retours terrain, de les analyser et puis d'optimiser, en tout cas de corriger aussi les stratégies d'entraînement. Je rappelle qu'on a en démonstration ici justement un fauteuil derrière, on en a 2 pour découvrir un peu justement concrètement comment on peut travailler sur ces produits. Et puis la dernière spécificité paralympique que je vais vous montrer, c'est les différences de densité. Donc là, on a 2 championnes de natation, donc valides, Marie Vatel et Cathy Ledecky. Et en fait, là, on a ce graphique en feu d'artifice. Les petits traits correspondent aux différentes disciplines dans lesquelles ces athlètes appartiennent au top 100. Donc si on regarde Cathy Ledecky, on voit qu'elle appartient au top 100 du 400 mètres nage libre, 200 mètres nage libre, 100 mètres nage libre. Et Marie Vatel, donc la championne française, elle a le papillon 150 et nage libre 100 et 50. Donc c'est intéressant de voir qu'elles sont polyvalentes, mais sur des disciplines qui restent quand même assez proches en termes de demande physiologique. Donc effectivement, elles ne vont pas faire le 800 mètres d'eau et le 50 mètres nage libre, qui sont très différentes en termes de demande physiologique. Et si on regarde la même chose, mais avec 2 athlètes paralympiques, donc Sophie Pasco et Elodie Laurandi, qui sont aussi des immenses championnes paralympiques, on voit que ce graphique il est beaucoup plus éclaté. On voit que Sophie Pasco, une nageuse néo-zélandaise, elle va participer à 10 des 11 épreuves proposées. Donc il y a une vraie différence de densité qui permet à des athlètes de performer dans beaucoup plus d'athlètes. Et donc c'est intéressant de discuter des stratégies de participation et de diversification de participation aux épreuves dans ce contexte du sport paralympique.
Et puis on avance dans notre chemin vers la performance. Il y a une variable qu'on n'a pas encore traitée, enfin il y en a plus d'une même, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est celle du genre, du sexe, qui va finalement avoir un impact. Donc je vais rapidement vous introduire. Donc l'idée c'est de parler du projet Empower, qui est un projet qui va étudier les spécificités féminines et notamment l'impact du cycle menstruel sur la performance, sur lequel je travaille particulièrement. Donc ça c'est le rappel du contexte aussi, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les Jeux Olympiques de Paris seront les premiers Jeux 100% paritaires de l'histoire. Donc après la première participation des femmes qui était en 1900 à Paris, justement, un clin d'œil de l'histoire aussi, et 124 ans plus tard, on arrive à une participation avec 50% des athlètes sur les 10 500 qui seront des femmes et 50% qui seront des hommes. C'est voilà, c'est un beau rendez-vous et c'est une belle prestation, je pense, des organisateurs. Exactement. Un long chemin vers la parité qui va passer par Paris. Mais quand on s'intéresse à ce qui est dans la science, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre par rapport à cette parité de participation. On voit que les études sur les femmes, elles sont quand même très minoritaires par rapport à celles qui incluent des hommes dans leur sujet. Et peut-être ce qui peut encore un peu plus lancer l'alerte, c'est que dans les études qui vont n'inclure que des hommes comme participants, il y en a moins de 1% qui vont étudier des sujets qui sont spécifiques aux hommes. Ça veut dire qu'il y a 99% de ces études qui auraient pu inclure des femmes dans le suivi et qui ne l'ont pas fait. Donc on va essayer d'étudier pourquoi, mais en tout cas ça va avoir des conséquences, puisque comme les femmes ne sont pas incluses dans ces études, il n'y a pas d'information là-dessus, et comme il n'y a pas d'information là-dessus, on se dit je ne sais pas comment ça va se comporter, donc on ne va pas l'inclure dans notre étude. Donc c'est un cercle vicieux, et donc ça s'appelle le Sex Data Gap. Aujourd'hui il y a un manque de données et de connaissances sur les spécificités féminines, et la conséquence de ce Sex Data Gap, c'est qu'aujourd'hui la plupart des recommandations sur les méthodologies d'entraînement, de récupération, etc., elles sont basées sur la physiologie masculine. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut se dire peut-être que ce n'est pas forcément un problème que ça soit basé sur la physiologie masculine. Et si on regarde le constat physiologique, j'aime bien citer cette phrase de Loretta qui dit que globalement la différence entre les hommes et les femmes, elle vient des hormones sexuelles. Et si on regarde le comportement de ces hormones sexuelles, le rythme masculin, ça va être, puisqu'il y a une variation d'hormones aussi chez les hommes, ça va être un rythme circadien, c'est-à-dire que ça varie environ toutes les 24 heures. De façon cyclique, mais toutes les 24 heures. Le cycle menstruel féminin, lui, c'est environ un mois, donc c'est à peu près 28 jours. Donc on voit qu'on est sur des temporalités qui sont quand même assez différentes. Et donc il y a un véritable enjeu. En fait, on voit là ces hormones, donc là on imagine que c'est un mois, et on voit que il y a vraiment des comportements qui sont très différents. Des fois les oestrogènes sont en haut, les progestérone en bas, des fois c'est les deux en haut, des fois c'est les deux en bas. Donc on a quand même des spécificités, sachant que ces hormones vont avoir un impact potentiel sur le bien-être et la performance des athlètes, c'est des choses à prendre en compte. Et encore une fois, on peut se dire, la science ne l'a pas étudié, donc peut-être que c'est qu'il n'y a pas forcément un besoin non plus du côté du terrain d'étudier cette spécificité. Et pourtant, on voit qu'il y a de plus en plus de témoignages d'athlètes. Donc heureusement et malheureusement, qu'on peut briser ce tabou, mais malheureusement qu'en 2024, on est toujours à parler de ce sujet comme d'une contrainte. Mais voilà, on a quelques exemples de Michaela Schifrin, Renelle Lamotte, une tenniswoman qui avait déclaré être gênée par ses règles aussi lors de Roland Garros en 2022, ou Estelle Nzemiko, des exemples, il y en a de plus en plus, d'athlètes qui déplorent aussi ce manque de recherche et ce manque d'accompagnement scientifique autour de la prise en compte du cycle menstruel. Et à l'inverse, on voit aussi de plus en plus, notamment les footballeuses américaines ou anglo-saxonnes en tout cas, qui mettent beaucoup l'accent sur ça, sur le suivi de leur cycle, et qui font une grosse promotion là-dessus. C'était un peu pompeux, mais les Américaines en 2019 ont dit qu'elles avaient gagné la Coupe du Monde grâce au suivi de leur cycle. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de sports collectifs et individuels qui vont essayer de prendre en compte le cycle menstruel dans la planification et l'organisation de leur entraînement. Donc c'est complètement l'idée du projet Empower, qui est de déterminer l'influence des phases hormonales, donc du cycle menstruel ou de la prise d'un contraceptif sur la charge d'entraînement et sur le bien-être des athlètes. Donc ça, c'est ce petit graphe de performance. On ne peut pas juste récolter la performance, donc chronométrique, un temps, un nombre de points, et comparer avec la phase du cycle, puisque le cycle menstruel, il va avoir un impact sur l'état de forme potentiel, sur la capacité à s'entraîner, si on a trop gros symptômes et que ça nous empêche, sur la récupération, sur l'humeur, sur beaucoup de ces choses-là. Donc pour faire ça, on a fait un suivi longitudinal paramétrique, donc c'est un nom compliqué pour dire qu'on a suivi des athlètes pendant 6 mois et qu'on a récolté pas mal de données, notamment leur quantité et qualité de sommeil, est-ce qu'elles étaient en bonne forme, en bonne humeur, récolter leurs données d'entraînement, évidemment leurs données menstruelles, les symptômes, toutes ces choses-là. Et à partir de ça, on a essayé de mettre en place des modèles mathématiques qui essayaient de dire si ces différents indicateurs ils variaient pour les différentes athlètes. Donc ça, c'est un suivi qu'on a réalisé
depuis 2021. Donc on a accompagné des sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. On a accompagné des sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022 et beaucoup d'athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc de différents sports. Donc on a beaucoup d'athlètes, ce qui est une chance dans un projet comme celui-ci ou une question de recherche comme celle-là, beaucoup de données aussi. Et donc les conclusions que je vais vous donner, elles peuvent paraître triviales au premier abord, mais je vais les développer un petit peu. Mais ce que ça nous a permis de mettre en avant, c'est qu'il y a effectivement différents profils d'athlètes. Donc il y a celles qui vont voir une influence de leur cycle menstruel sur leurs indicateurs et celles qui ne vont pas avoir d'influence. Donc là, vous pouvez me dire qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai tout à rien dit. Parce que j'ai dit qu'il y en avait où il y avait de l'influence et d'autres où il n'y en avait pas. Mais c'est très important de savoir qu'en fait, il y a des grosses tendances qui se dégagent dans la variation des indicateurs, notamment forcément parfois en présence de symptômes menstruels ou prémenstruels, et ça va impacter la capacité à s'entraîner, l'humeur et toutes ces choses-là, mais pas forcément pour tous les athlètes. Et à l'inverse, au moment de l'ovulation, globalement au milieu du cycle, il y a une montée de certains indicateurs comme l'humeur, la motivation, la forme. Donc ça, c'est des grosses tendances, mais ça peut complètement varier d'une femme à l'autre. Donc il y a des athlètes qui vont se sentir très bien dans la période de règles et d'autres un peu moins bien justement au milieu du cycle. Donc ça nous a permis de voir que les variations du cycle menstruel, elles sont très individuelles. Et ça, c'est super intéressant parce que dans la littérature aujourd'hui, il y a déjà peu d'articles, comme on l'a vu. Et les conclusions des quelques articles qui sortent sont l'effet du cycle menstruel, il est trivial. On peut difficilement mesurer, on ne peut pas trop rien dire. Parce que beaucoup de ces athlètes font des moyennes. Et donc forcément, quand on moyenne une femme qui va varier en phase de menstruation, une autre qui va varier dans l'autre sens, dans la même phase, on arrive à quelque chose qui est assez neutre, assez plat. Et on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon angle d'approche et qu'il faut garder une approche qui est individuelle, mesurer ses indicateurs. Donc il y a des méthodologies qui sont mises en place pour mesurer correctement et prendre en compte justement le cycle menstruel dans la prise en compte de l'entraînement et juste mieux répartir la charge d'entraînement avec la physiologie des athlètes. Donc on a fait le tour un petit peu de tous les projets. Donc si on fait un peu le lien aussi avec la technologie, on utilise beaucoup au labo tous les outils de Quantified Self, donc ils vont nous permettre d'avoir des métriques, donc notamment avec les montres connectées, les cardiofréquencemètres, les GPS, toutes ces choses-là. Il y a aussi l'impact technologique avec les lames et les fauteuils. Et puis éventuellement des outils de screening aussi qui permettent d'avoir des informations sur l'état de forme en direct de l'athlète à travers des relevés hormonaux ou alors des données de fréquence cardiaque qui sont directement interprétées, toutes ces choses-là. Donc c'est aussi à travers ce type de données qu'on s'appuie pour construire nos modèles et nos analyses. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien merci, bravo. on est pile dans les temps, on est très bien. Alors des questions spontanément, vous avez peut-être, s'il y a des questions, vous levez la main. Question donc, j'imagine c'est très pratique d'être au centre de l'INSEP pour avoir à disposition comme ça tous ces sportifs, parce qu'on l'a vu, pour avoir de la donnée fiable, il faut quand même avoir une belle variété de gens, du nombre. Comment ça se passe concrètement quand vous êtes là-bas? On ouvre un peu les portes à l'intérieur du centre. Il y a une belle liaison, j'imagine, entre les labos. On a vu tout à l'heure, il y a les centres d'entraînement, les labos. Tout le monde communique vraiment bien pour faciliter justement cette recherche. Oui, effectivement, on est au cœur vraiment de ce centre d'entraînement, donc c'est vraiment très pratique. Mais toujours, l'idée, en fait, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour que les sportifs soient dans la meilleure configuration possible. Donc, effectivement, il y a leur lieu d'entraînement, etc. Et l'idée, je pense, de la recherche, c'est de se greffer de façon non invasive. Donc, de ne pas les déranger, de les laisser vraiment s'entraîner. Donc, en récoltant de la donnée qui est fiable, donc à travers tous les dispositifs qu'ils peuvent connecter, etc. Et pour ça, pour qu'ils adhèrent, qu'ils adhèrent aux différents projets, qu'ils portent les dispositifs connectés et qu'on puisse collecter des données, il faut aussi passer par de la médiation scientifique. Donc, expliquer à quoi ça va servir, montrer que porter la montre, ça peut permettre d'avoir des données qui peuvent lui dire que dans telle ou telle phase de son entraînement, il faut qu'il en mette un petit peu plus, un petit peu moins. Donc il y a cette partie de médiation scientifique où il faut aussi discuter avec les staffs, les entraîneurs, récolter leurs besoins aussi parce qu'on est aussi à leur service et puis voir comment on peut mettre ça en œuvre de la meilleure des façons, qui les dérangera le moins et qui nous permettra d'avoir les meilleures données possibles. Donc c'est très pratique d'avoir cette proximité effectivement où on peut discuter, récolter ces données-là, etc. Et comment ils réagissent les sportifs? Ils sont tous d'accord ou moi j'imagine qu'il y en a qui doivent être là. Attends, tes données scientifiques, ok, très bien, mais moi je sais, je sens, je connais mon corps. Il y en a peut-être qui sont un peu plus réfractaires que d'autres. Non,
à vous croire, parce que c'est assez impitoyable les données quand on arrive. Tiens, voilà, tu as fait tant de mètres, etc. J'imagine, non, il n'y a pas ce combat un peu des fois notre but, c'est pas forcément d'essayer de convaincre, comme on disait, c'est plus voilà, effectivement essayer de faire de la médiation scientifique et de montrer ce qu'on peut apporter à travers la donnée. Donc effectivement, des fois, c'est pas forcément la peine. Et faire passer le message aussi que nous, on cherche à rien remplacer, c'est plutôt un outil d'accompagnement scientifique à la performance. Donc c'est des outils en plus qu'on essaie de leur fournir. Donc c'est la posture qu'on essaie d'avoir quand on présente ces projets, qu'on discute avec eux. Et la plupart du temps, ça se passe très bien et les athlètes sont très réceptifs avec tout ça, puisque dans ce contexte des athlètes qu'on a, ils sont tous en lice pour les Jeux Olympiques de Paris, donc ils essaient tous de tout mettre en œuvre pour optimiser leur performance. Donc on a quand même de la chance à ce niveau-là. Bon, génial. Et alors du coup, vu de l'intérieur, là, comment se préparent les JO là? Pour finir, j'imagine, ça doit être chaud là en ce moment là, à l'INSEP là, non? Ah, ça monte. On sent que les chiens s'approchent. C'est chouette. Ouais, c'est beau. Ça va être une belle compétition. Bon, génial. Merci beaucoup, Tom. Et je vois, il y a des questions. Non, une question. Merci Tom pour la présentation. Je me posais une question sur la partie Empower. Aujourd'hui, ma compréhension, c'est qu'on est sur de l'individualisation. Enfin, chaque femme a un cycle spécifique. Est-ce que vous dégagez quand même des grandes familles ou est-ce que c'est vraiment très individuel? Oui. C'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où il y a quand même des tendances qui vont se dégager, qui vont suivre quand même la trame qu'on a vue. Il y a un rythme hormonal qui est quand même particulier avec la montée des œstrogènes, de la progestérone. Et donc globalement, on va quand même savoir que quand elles vont avoir des symptômes, ce qui a plutôt tendance à être au début du cycle pendant la période de règles, ou au contraire à la toute fin du cycle juste avant les règles, là ces symptômes-là ils peuvent impacter leur performance, aussi les données de bien-être, de sommeil, toutes ces choses-là. Et à l'inverse, comme je disais, quand on a la montée des œstrogènes au milieu du cycle, avant l'ovulation, généralement c'est des périodes où on remarque un peu plus d'intensité et une plus grande capacité à mettre de l'intensité, de la vitesse, tous ces indicateurs-là. Donc ça c'est les grandes tendances qu'on observe. Et c'est plus dans la façon de communiquer où justement c'est le modèle général, mais il y a des femmes, déjà tous les cycles ne sont pas les mêmes et toutes les réponses à ces hormones ne sont pas les mêmes. Donc bien que ce soit la tendance générale, c'est important de faire passer le message qu'une femme peut se sentir très, très à l'aise dans sa période de menstruation, c'est là où elle peut mettre le plus d'intensité et on l'a vu dans notre suivi aussi. Et donc de ne pas faire de généralité, mais plutôt d'avoir ça en tête et d'essayer au quotidien et sur le terrain, essayer de ressentir ça, de discuter avec l'athlète, juste de le monitorer pour en prendre conscience et ensuite essayer d'adapter par rapport à tout ça. Oui. Oui, je demandais juste si on avait observé sur les équipes féminines une synchronisation parce que ça a été évoqué par moment, oui. Mais on n'a rien pour l'instant. Il n'y a pas de preuve scientifique de cette synchronisation. C'est compliqué à répondre à cette question. Oui, bonjour et merci Tom pour la présentation. Pour continuer sur le projet Empower, là, ça veut dire que les entraînements, les contenus des entraînements sont individualisés en fonction des phases du cycle et que potentiellement on désynchronise les athlètes entre elles. Alors, forcément, quand on fait cette présentation, donc c'est toujours plus simple sur les sports individuels, parce qu'on a vu l'exemple de Thierry Lecoff, il y a des triathlètes aussi. Donc quand c'est un sport individuel, c'est un petit peu plus facile d'individualiser et d'adapter la préparation. Encore qu'il y a quand même des blocs d'entraînement à respecter et on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus avec la préparation. Et le problème se pose encore plus dans les équipes de sport collectif. Donc en foot, en hand, on ne peut pas prendre une athlète, lui dire de faire ça, ça et ça. C'est pas non plus l'idée du protocole en fait, parce qu'on s'est aperçu que les athlètes peuvent performer dans toutes les phases et qu'il n'y a pas ce souci-là. Sur l'entraînement collectif, on ne va pas bousculer tout ce qui est prévu par l'entraîneur, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt dans les à côté. Par exemple, on va faire la séance collective et souvent il y a un réveil musculaire avant et il y a aussi un petit temps après. Et donc c'est sur ces temps-là, potentiellement dire à l'entraîneur, ok, tu fais mais discuter avec lui de proposer peut-être différents ateliers pour les athlètes. Par exemple, celles qui sont dans leur fenêtre moins optimale, proposer plus de la récupération, du gainage, du stretching, et à l'inverse, celles qui sont dans leur phase optimale, profiter de ce boost hormonal pour justement faire peut-être plus de répétitions à la muscu, en préparation physique, etc. Donc c'est pas revoir tout le programme d'entraînement, etc. C'est juste prendre en compte ce petit facteur et se dire, ok, là je peux en mettre un petit peu plus avec cet athlète-là, donc pourquoi pas lui faire une répétition en plus, ou toutes ces choses-là. Donc on va pas refaire tout le planning d'entraînement par rapport à tout ça, mais juste c'est un petit peu l'adapter et en tenir compte.